Bonsoir à vous, explorateurs du web et des zones d'ombre. Derrière l'écran que vous regardez en ce moment, il y a des milliards de connexions, des milliards de conversations et des histoires. Certaines sont belles, d'autres banales. Et puis, il y a celles qui nous intéressent ce soir. Celles qui commencent par un simple post, un tweet, un commentaire, et qui dégénèrent en tant que quelque chose de bien plus sombre. Ce soir, je vous invite à scroller avec moi à travers un 10 thread horreur paranormal géant. 10 histoires prétendument vraies, nées sur Internet ou dans les recoins les plus isolés du monde réel. 10 récits qui vont vous faire douter de ce qui se cache dans le noir, de l'autre côté de la porte ou même dans les pixels de votre écran. Éteignez les lumières si vous l'osez. Notre fil de discussion commence maintenant. Mon appartement est hanté par un enfant mort. L'affaire Dear David. Nous sommes en août 2017. Adam Ellis, un auteur et illustrateur vivant à New York, commence à documenter sur Twitter une série d'événements de plus en plus étranges qui se produisent dans son appartement. Ce qui commence comme un simple tweet va devenir un phénomène viral, suivi en temps réel par des millions de personnes. Adam raconte qu'il a commencé à faire des rêves récurrents impliquant un enfant au crâne déformé, assis dans un rocking chair vert dans sa chambre. Dans un de ses rêves, l'enfant, qu'il nomme David, lui dit qu'il était mort et qu'on ne peut lui poser que deux questions. Quand Adam, par erreur, en pose une troisième, David se met à le poursuivre. Peu après, les phénomènes quittent ses rêves pour s'infiltrer dans la réalité. Ces chats se rassemblent devant la porte d'entrée à minuit, fixant quelque chose d'invisible. Des objets bougent seuls. Il installe des caméras et capture des images troublantes. Le rocking chair qui bouge tout seul, des objets qui tombent des étagères. Le point culminant de ce thread est une série de photos qu'il prend dans le noir, révélant ce qui semble être la silhouette de l'enfant difforme, debout, au pied de son lit. Des millions de gens ont suivi cette histoire en direct, analysant chaque photo, chaque vidéo. Était-ce une performance artistique incroyablement bien ficelée, un creepypasta moderne raconté sur un nouveau média? Ou bien Adam Ellis a-t-il réellement documenté une véritable hantise? Que feriez-vous si de tels phénomènes commençaient chez vous? Tenteriez-vous de les documenter au risque d'attiser la colère de l'entité ou fuiriez-vous sans demander votre reste? L'histoire de Dear David est née et a grandi sur les réseaux sociaux. Mais bien avant Twitter, d'autres légendes urbaines paranormales se propageaient de forum en forum comme un virus. C'est le cas de ces enfants dont le simple regard vous glace le sang. Laissez-nous entrer. Les enfants aux yeux noirs. Cette légende est un pilier de l'Internet horrifique apparu pour la première fois à la fin des années 90 sur des forums. Des centaines de témoignages venant de partout dans le monde décrivent des rencontres similaires, étrangement cohérentes avec des enfants pas comme les autres. Le scénario est souvent le même. Vous êtes seul dans votre voiture la nuit ou tranquillement chez vous. On frappe à votre vitre ou à votre porte. Dehors se tiennent un ou deux enfants, rarement plus, âgés de 8 à 16 ans. Ils parlent d'une voix monotone, étrangement adulte. Ils demandent de l'aide. Ils sont perdus. Ils doivent me téléphoner. Ils ont besoin d'entrer pour se mettre à l'abri. Mais quelque chose cloche. Une vague de peur irrationnelle, primale, vous submerge. Et puis, vous remarquez leurs yeux. Ils n'ont ni iris, ni sclérotique. Juste deux orbes d'un noir pur, total, comme des yeux de requin. Les témoins racontent tous ce sentiment de danger imminent, comme si ces enfants étaient des prédateurs déguisés. S'ils insistent et que vous refusez, ils deviennent parfois agressifs, leur voix se faisant plus menaçante avant de disparaître inexplicablement. Personne ne sait ce qu'ils sont. Démons, extraterrestres, fantômes, ou est-ce une forme moderne de l'effet boogeyman, une peur collective qui prend forme? Imaginez la scène. Il est tard, vous êtes seul, et ces enfants sont sur votre paillasson. Leurs yeux sont d'un noir absolu. Que dicterait votre instinct, la prudence ou la compassion?
Ces enfants sont terrifiants parce qu'ils ressemblent presque à des humains normaux. Mais parfois, la façade d'humanité n'est même pas là. Il n'y a que le masque, grotesque et menaçant. La rencontre avec l'homme souriant. Cette histoire est l'une des plus célèbres du folklore d'Internet, postée pour la première fois sur un forum en 2012 par un utilisateur anonyme. Elle décrit une rencontre nocturne si absurde et si viscéralement effrayante qu'elle est devenue virale, beaucoup se demandant si elle pouvait être vraie. Le narrateur raconte qu'il marchait seul dans une rue déserte, tard le soir. Il aperçoit au loin une silhouette d'homme qui danse. Pas une danse joyeuse, mais une sorte de valse étrange et saccadée, comme dans un vieux dessin animé. Intrigué, il continue d'avancer. L'homme s'arrête et lui fait face. C'est là que le narrateur remarque son sourire. Un sourire immense contre nature qui étire ses lèvres jusqu'aux oreilles, montrant des dents trop longues, trop pointues. Ses yeux sont grands ouverts, fixés sur lui, et sa tête est légèrement penchée en arrière. Pris de panique, le narrateur traverse la rue. L'homme souriant se met alors à le suivre, non pas en marchant, mais en reproduisant la démarche exagérée des personnages de cartoon sur la pointe des pieds à une vitesse anormale et sans faire le moindre bruit. La peur se transforme en terreur pure. Le narrateur se met à courir et l'homme le poursuit, son sourire dément ne quittant jamais son visage. Il parvient à se réfugier dans une zone plus peuplée et finit par le semer. Qui était cet homme ? Un simple déséquilibré sous l'emprise de drogue ou quelque chose d'autre, une entité non humaine qui s'amuse à terroriser les passants solitaires. Pensez-vous qu'une telle rencontre soit possible ? Le plus effrayant dans ce récit, n'est-ce pas l'absence totale de mobile, juste la pure absurdité de la menace ? Un sourire terrifiant dans une rue sombre est une chose. Mais que se passe-t-il lorsque la menace n'est pas seulement inhumaine, mais qu'elle est aussi liée à des légendes anciennes, des peurs profondément ancrées dans la terre elle-même ? La chose qui change de peau. Les skinwalkers. Nous entrons ici dans un territoire sacré et terrifiant, le folklore des Navajos dans le sud-ouest américain. Un skinwalker ou Yinaldlushi n'est pas un monstre comme les autres. C'est un type de sorcier malveillant qui, selon la légende, a la capacité de se transformer, de posséder ou de prendre l'apparence d'un animal. Les récits de rencontres avec des skinwalkers sont nombreux et profondément troublants. Souvent, ils commencent par des bruits étranges la nuit autour de la maison. Des coups sur les murs, des voix imitant celles de proches, des bruits d'animaux là où il ne devrait pas y en avoir. Puis viennent les observations. Un animal, souvent un coyote, un loup ou un cerf, qui se comporte de manière anormale, qui vous fixe avec une intelligence trop humaine, qui se tient sur ses pattes arrière ou qui court à une vitesse surnaturelle. Des témoins racontent avoir vu ces créatures jeter un coup d'œil par leurs fenêtres ou même tenter de s'introduire chez eux. La peur associée aux skinwalkers est viscérale, car ils représentent une perversion de l'ordre naturel. Le simple fait de parler d'eux est considéré comme dangereux, car cela pourrait les attirer. Est-ce une simple légende pour expliquer les événements étranges qui se produisent dans les vastes étendues désertiques, ou bien une réalité paranormale que la culture Navajo a identifiée depuis des siècles? Si vous étiez seul la nuit dans le désert et que vous voyez un animal se comporter de manière totalement anormale, quelle serait votre première réaction ? La curiosité ou la fuite immédiate ? La peur d'une créature qui change de peau et qui rôde à l'extérieur est terrifiante. Mais que se passe-t-il lorsque le mal n'est pas quelque chose que l'on rencontre dehors, mais quelque chose qui a déjà élu domicile chez vous et qui refuse de partir ? La hantise de la famille Perron. L'affaire Conjuring. Harrisville, Rhode Island, 1971. La famille Perron, Roger, Caroline et leurs 5 filles emménagent dans une vieille ferme coloniale, leur maison de rêve. Mais très vite, le rêve se transforme en un cauchemar qui durera près d'une décennie. Cette histoire est si intense qu'elle a inspiré le célèbre film The Conjuring.
Au début, les phénomènes étaient discrets. Des bruits de balais dans la cuisine, des petites spiles de poussière qui apparaissaient au milieu d'une pièce fraîchement nettoyée. Mais l'activité s'est rapidement intensifiée. Les portes claquaient, les lits vibraient violemment, une odeur de chair en décomposition envahissait la maison sans raison. Les filles Perron disaient voir des esprits, certains bienveillants, d'autres beaucoup moins. L'entité la plus malveillante était celle qu'elles ont identifiée comme étant Bethsabée Sherman, une femme accusée de sorcellerie qui avait vécu sur la propriété au XIXe siècle et s'était pendue à un arbre dans le jardin. Cette entité semblait haïr Caroline, la mère. Elle la tourmentait, la giflait, la piquait avec une aiguille, jusqu'à une nuit terrifiante, où la famille, désespérée, a fait appel aux célèbres enquêteurs du paranormal Ed et Lauren Warren. La séance de spiritisme qu'ils ont tenté a viré au chaos, Caroline étant possédée et projetée à travers la pièce. Qu'est-ce qui rend un lieu si imprégné de son passé? Pensez-vous que des esprits puissent réellement rester liés à un endroit au point de terroriser ses nouveaux habitants? L'histoire de la famille Perron est un rappel glaçant que parfois, quand on achète une maison, on hérite aussi de ses fantômes. La famille Perron a été terrorisée par des esprits liés à l'histoire de leur maison. Mais parfois, les entités qui hantent une famille semblent n'avoir aucun lien avec le lieu et se montrent encore plus agressives et personnelles. Le poltergeist de la famille Smurl. West Pittston, Pennsylvanie, entre 1974 et 1989. La famille Smurl, Jack, Janet et leurs 4 filles vivent dans un duplex, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais leur vie va être bouleversée par l'une des affaires de poltergeist les plus violentes et les mieux documentées des États-Unis. Tout comme pour les Perrons, les manifestations ont commencé doucement. Des taches étranges sur les murs, des canalisations qui fuient sans explication, des outils qui disparaissent. Puis l'activité est montée d'un cran et de manière spectaculaire. Une odeur nauséabonde envahissait la maison. La télévision prenait feu spontanément. Des bruits de pas et des grognements se faisaient entendre. Mais le plus terrifiant, c'était les attaques physiques et psychologiques. Janet et Jack affirment avoir été agressés sexuellement par des entités invisibles. Des objets étaient projetés violemment à travers les pièces et une silhouette noire humanoïde était fréquemment aperçue. Les Smurls, tout comme les Perrons, ont fait appel aux Warren qui ont identifié la présence de 4 esprits, dont un démon particulièrement puissant qui manipulait les 3 autres. L'Église catholique est intervenue, autorisant plusieurs exorcismes de la maison, mais sans succès durable. L'affaire a été très médiatisée, certains accusant la famille de tout inventer pour la gloire ou l'argent. Pourtant, des voisins, des journalistes et même des policiers ont été témoins de certains phénomènes. Si vous étiez confronté à une telle violence, continueriez-vous à vivre dans la maison en espérant que ça cesse ou abandonneriez-vous tout? Jusqu'où peut aller une entité pour chasser une famille de son territoire? Subir une attaque de poltergeist est une épreuve terrifiante. Mais que se passe-t-il si, par curiosité ou par défi, on cherchait soi-même à ouvrir une porte vers l'inconnu en suivant les règles d'un jeu dangereux? Le jeu de l'ascenseur pour un autre monde. C'est une légende urbaine moderne, principalement originaire de Corée et du Japon, mais qui s'est répandue sur tout Internet. Ce n'est pas une histoire, mais un rituel, un jeu, avec des règles précises qui, si elles sont suivies à la lettre, permettraient d'accéder à une autre dimension en utilisant un simple ascenseur. Les règles sont spécifiques. Vous devez être dans un immeuble d'au moins 10 étages, seul dans l'ascenseur. Vous devez appuyer sur les boutons dans un ordre précis. 4e étage, puis 2e, 6e, 2e, 10e, et enfin 5e. Si vous avez bien suivi les étapes, au 5e étage, une femme peut entrer avec vous. Il ne faut surtout pas lui parler, ni la regarder. Ensuite, vous devez appuyer sur le bouton du 1er étage. Si l'ascenseur monte vers le 10e, au lieu de descendre, le rituel a fonctionné. En arrivant au 10e, vous seriez dans l'autre monde.
Il ressemble au nôtre, mais il est sombre, silencieux, et toutes les lumières au loin sont des croix rouges. La femme pourrait vous demander où vous allez. On trouve sur Internet de nombreux récits à la première personne de gens qui prétendent avoir essayé le jeu. Certains racontent avoir été paralysés par la peur et être sortis du rituel à temps. D'autres décrivent cet autre monde silencieux et terrifiant, et la difficulté qu'ils ont eue à en revenir. Bien sûr, tout cela n'est probablement qu'une fiction, un creepypasta bien construit. Mais qu'est-ce qui rend ces rituels si fascinants? Est-ce le frisson de l'interdit, l'idée que l'on pourrait, avec une simple combinaison de chiffres, déchirer le voile de notre réalité? Tenteriez-vous un tel jeu même en sachant qu'il ne s'agit que d'une légende? Le jeu de l'ascenseur promet un aperçu d'un autre monde, un monde silencieux et sombre, mais d'autres entités, bien plus communes, n'ont pas besoin de portes pour se manifester dans le nôtre. Elles apparaissent dans le coin de notre œil, dans l'obscurité de notre chambre. Les visiteurs du soir, le phénomène des shadow people, Ce n'est pas une histoire unique, mais un phénomène paranormal rapporté par des milliers de personnes à travers le monde. Il s'agit de l'expérience troublante de voir des silhouettes humanoïdes sombres, souvent dans un état de paralysie du sommeil ou dans le coin de son champ de vision. Les descriptions des shadow people ou gens de l'ombre sont remarquablement similaires. Ils sont décrits comme des silhouettes d'un noir plus profond que l'ombre, sans traits distinctifs. Parfois, ils portent un chapeau, comme le fameux Atman. Ils restent souvent immobiles, observant depuis le coin d'une pièce, le bout d'un couloir ou le pied du lit. Les personnes qui les voient rapportent un sentiment de terreur intense, de malaise et une sensation de présence malveillante. Ils ne parlent pas, ne semblent pas interagir physiquement, mais leur simple présence est paralysante. Alors que sont-ils? Pour les sceptiques, il s'agit d'hallucinations hypnagogiques, des visions qui se produisent à la lisière du sommeil, ou de simples pareidolie, notre cerveau, qui cherche à former des visages dans les ombres. Pour les adeptes du paranormal, ce sont des entités interdimensionnelles, des esprits ou des démons qui nous observent. Avez-vous déjà eu l'impression de voir une silhouette sombre du coin de l'œil qui disparaît dès que vous tournez la tête? La persistance de ce phénomène à travers les cultures et les âges est ce qui le rend si troublant. Est-ce juste un bug de notre cerveau ou y a-t-il vraiment des visiteurs qui se promènent dans nos ombres? Les shadow people sont un phénomène mondial et anonyme, mais certaines peurs, certains fantômes sont au contraire profondément enracinés dans un lieu, une culture, et portent un nom que l'on murmure avec effroi. les pleurs au bord de la rivière, la Llorona, C'est l'une des légendes les plus poignantes et les plus terrifiantes du folklore hispanique, particulièrement vivace dans le sud-ouest des États-Unis. L'histoire de la Llorona, la pleureuse, est un conte de mise en garde raconté de génération en génération. Mais pour beaucoup, c'est bien plus qu'une simple légende. L'histoire de base raconte celle de Maria, une femme d'une grande beauté qui, dans un accès de rage et de chagrin, après avoir été trahie par son mari, noie ses propres enfants dans une rivière. Réalisant l'horreur de son acte, elle se noie à son tour, mais son esprit ne trouve pas le repos. On lui refuse l'entrée au paradis tant qu'elle n'a pas retrouvé ses enfants. Elle est donc condamnée à errer pour l'éternité le long des rivières, des lacs et des cours d'eau vêtus de blanc, pleurant et gémissant. Ay mi hijos, ô mes enfants. On dit que son cri porte malheur à ceux qui l'entendent. De nombreuses personnes, notamment au Texas, en Arizona et en Californie, rapportent des expériences personnelles terrifiantes. Avoir entendu ces sanglots glaçants la nuit près d'un point d'eau, ou même avoir aperçu sa silhouette spectrale flottant au-dessus du sol. Est-ce un simple conte moral pour empêcher les enfants de s'approcher de l'eau la nuit? Ou bien la douleur et la tragédie d'une mère peuvent-elles être si puissantes qu'elles laissent une empreinte spectrale sur le monde? La figure de la Llorona est fascinante, car elle incarne à la fois la victime et le monstre, l'amour maternel perverti en une menace éternelle.
La Llorona est le fantôme d'un chagrin humain, une tragédie transformée en malédiction. Pour notre dernière histoire, intéressons-nous à une créature qui n'a rien d'humain, une légende locale qui incarne la peur de la bête cachée dans les bois. L'homme-chèvre du Maryland, The Goatman. Direction le Maryland, et plus précisément le comté de Prince George. Depuis les années 1950, une légende locale tenace fait état d'une créature terrifiante qui hanterait les routes de campagne et les forêts. Une créature connue sous le nom de Goatman, l'homme-chèvre. Les origines de la légende varient. Une version populaire raconte l'histoire d'un scientifique travaillant au centre de recherche agricole de Beltsville qui aurait mené une expérience sur des chèvres qui aurait terriblement mal tourné, le transformant en un monstre hybride. Une autre, plus simple, parle d'un vieil ermite qui vivait dans les bois et était souvent vu avec ses chèvres. Quelle que soit son origine, les descriptions de la créature sont effrayantes. Un être immense, mi-homme, mi-chèvre, avec des cornes, des sabots couverts de poils et brandissant souvent une hache. Les témoignages de rencontres sont nombreux, surtout dans les années 70. Des couples d'adolescents se garant sur des routes isolées ont rapporté avoir été terrorisés, leurs voitures attaquées à coups de hache. Des animaux de compagnie ont été retrouvés décapités, un acte attribué à l'homme-chèvre. La légende est si ancrée que des lieux comme Fletchertown Road sont devenus des points de pèlerinage pour les amateurs de frissons. Bien sûr, beaucoup de ces histoires sont probablement des canulars ou des exagérations. Mais qu'est-ce qui explique la longévité d'une telle légende locale ? Est-ce juste une façon de personnifier nos peurs primitives de la forêt et de la nature sauvage ? Ou bien quelque chose de vraiment étrange s'est-il passé dans les bois du Maryland, donnant naissance à cette figure monstrueuse ? C'est le parfait exemple d'une légende qui brouille les pistes entre folklore, faits divers et peur collective. De la hantise 2.0 de Dear David aux légendes ancestrales des Skinwalkers, des rituels dangereux aux fantômes du folklore, ce voyage à travers le paranormal nous montre une chose. La peur de l'inconnu est universelle et intemporelle. Que ces histoires soient des faits avérés, des psychoses collectives, des légendes bien construites ou de simples bugs de notre perception, elles remplissent une fonction essentielle. Elles nous rappellent que notre réalité, si familière et rassurante soit-elle, est peut-être bien plus fragile et poreuse qu'on ne l'imagine. Alors, quelle histoire vous a le plus marqué ce soir ? Avez-vous déjà vécu une expérience paranormale que vous aimeriez partager ? Croyez-vous à l'existence de ces entités ou pensez-vous qu'il y a toujours une explication rationnelle ? J'ai vraiment hâte de lire vos théories, vos témoignages et vos réflexions dans les commentaires. Si ces threads horreurs vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir la chaîne et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'étrange. Merci infiniment d'avoir veillé avec moi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles histoires.